Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme. On va faire le débrief de l'étape numéro 6 de ce Tour de Catalogne 2022. Une étape numéro 6 qui a été pleine de rebondissements, pleine de surprises. Sur cette étape numéro 6, on s'attendait, moi je m'attendais absolument pas à un scénario comme ça, je m'attendais plutôt à un sprint, plutôt à une étape extrêmement chiante, et ça a été plutôt une étape très animée. Notamment grâce à une équipe Ineos et à deux hommes également, Carapace et Higuita. On reviendra sur tout ça dans la vidéo avec bien entendu top et flop bilan des bleus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course, ce que vous avez pensé du plan, je dirais, de Higuita et Carapace. Et puis, on parlera également de l'étape de demain, parce que c'est une étape habituelle, je dirais, du Tour de Catalogne au Tour de Barcelone, mais qui est souvent très difficile et on a souvent des surprises avec un circuit assez technique. On commence tout de suite avec l'étape du jour qui a été plus que surprenante. Alors très clairement, moi le scénario, je m'attendais soit à une échappée qui partait, mais une échappée de coureur qui était assez loin, soit je m'attendais à un sprint comme on avait eu la veille, parce que la fin de journée n'était pas très propice à une attaque. Il fallait partir de loin aujourd'hui pour pouvoir faire la différence, parce que la côte de première catégorie était à 130 km de l'arrivée. C'est ce qui s'est passé en fait. Énorme numéro de Higuita et Carapace, lancé par Luc Plapp, le coureur d'Ineos. Tout s'est fait à 130 km de l'arrivée. Alors les conditions aujourd'hui étaient compliquées avec pas mal de pluie, mais il n'y avait pas tant de vent que ça pour lancer une manœuvre de haute ampleur. Et Luc Plapp est sorti avec Carapace et Higuita. Et très vite, ils prennent une minute d'avance parce que pour une fois, vous avez du cul. Je regardais Pro Cycling Stats, au moment où je vois Higuita Carapace, je me dis, il y a du vent. Je regarde un peu sur la chaîne météo. Non, je vois pas beaucoup de vent. Je me dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et alors, je vois à 120 bornes de l'arrivée, Luc Plapp lâche. Je me dis, les mecs à ce moment-là ont une 30 d'avance. Je me dis, putain, ils sont quand même partis dans une sacrée galère. Et puis là, je vois l'écart augmenter. 2 minutes, 2,20, 2,30, 3 minutes 30, quasiment 3,45. À 80 bornes de l'arrivée, tu vois l'écart qui se stabilise aux alentours de 3,30, 3,40. Bon, il va falloir se réveiller derrière. Quand le direct commence, alors j'ai pas regardé le tout début du direct parce que je regardais la séance de L3 de Formule 1 du côté de l'Arabie Saoudite, et là je vois, putain, l'écart baisse toujours pas, et puis tu vois que Higuita et Carapace ont les jambes lourdes, mais derrière ça a les jambes lourdes également du côté du AE, et puis voilà, ils réussissent. C'est, je pense, le coup de l'année qu'on vient de voir aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous n'avez pas vu l'étape, je vous invite à la regarder parce que c'est le coup stratégique de l'année, c'est l'étape complètement dingue de l'année. 130 km en baraki, comme dirait Jackie Durand. Pour ceux qui ne... Alors, parce que hier, on a parlé de baraki, il a dit, chez Jumbo, on a fait pendant 42 km de baraki. La baraki était une course italienne, je ne sais plus si elle a encore lieu, qui se courait en duo. Voilà. C'était un long contre-la-montre en duo. Je ne sais pas si en France on avait une course similaire. Je crois qu'il y en a eu en France des courses de contre-la-montre où on était en duo, en relais, mais c'est ce qu'on appelle communément un baraki. Voilà. Dans le monde de cyclisme, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une référence un peu vieille, pour tout vous dire. Voilà, un baraki, c'est ça. Ils ont fait un sacré baraki les deux, parce que 120 bornes de baraki, je peux vous dire qu'à côté les 40 km des deux équipiers de la Jumbo, c'était rien. Et puis, avec un Higuita qui prend le maillot de leader, et puis Carapace à 20 secondes, mais ça va être compliqué quand même pour Carapace demain. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Attaque de Marlou! Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Ineos, avec Carapace. Sacrée journée de Carapace, mais le vainqueur du jour, mais surtout, je dirais Ineos, parce qu'ils ne sont que 3 maintenant. Alors, ils étaient 4, je crois, au départ, parce que je crois qu'ils en ont perdu qu'un aujourd'hui. Hop, je vérifie tout ça du côté des abandons. Oui,
Donc c'est-à-dire ils étaient déjà en infériorité par rapport à pas mal d'équipes. Bon, Carapace, moi je l'avais trouvé quand même plutôt intéressant, notamment sur l'étape 1 où j'avais vu quand il était revenu dans le peloton après son problème mécanique. Je m'étais dit, j'ai l'impression quand même que les jambes tournent beaucoup mieux qu'en début de saison. Alors je m'étais pas dit, bon, il va faire 120 km d'échappée non plus. Et puis, bah voilà, il a tenté le coup, parce que chez Ineos, on avait cette possibilité-là de sortir avec lui, avec le coureur Carapaz. Et puis, il y avait quand même presque une solution de rechange avec Carapaz, avec Rodriguez, pardon. Bon, même s'il était un peu plus loin au général Rodriguez, qui reste un bon coureur. Et puis bah derrière, je dirais qu'on a eu du mal à contrôler la course. Ils ont profité de ce phénomène-là parce que c'est vrai que la course a été très animée dès le départ. Il y a quasiment avant cette échappée-là, Higuita Carapaz, il y avait une petite échappée avant, mais ça avait été hyper animé sur le début d'étape. Et puis il y a eu ce groupe de 25-30 coureurs qui est sorti. Ensuite, donc les deux s'extirpent quasiment au même moment du peloton également. Et puis vous avez un peloton qui a beaucoup de mal avec un Almeida qui, je pense, n'était pas dans une grande condition physique aujourd'hui. Et Carapaz, il s'est dit, moi je suis à 1 minute, bon, autant que je tente le coup jusqu'au bout, parce que est-ce qu'il vaut mieux... Ineos n'est pas en recherche de points, Carapaz n'est pas en recherche de notoriété, je pense que sa place de leader chez Ineos, elle est maintenant acquise, grâce à ses performances sur les 2 dernières années. Donc, autant le tenter jusqu'au bout. Et puis à côté, Higuita, pareil, je pense que... Alors Higuita, lui, avait peut-être un peu plus de choses à montrer, à démontrer chez Bora que Carapaz. Mais là encore, hein, on tente le coup et puis on va jusque ça peut aller. Et puis ça allait très loin, cette affaire-là. Mais je pense que quand ils sortent à 130 bornes de l'arrivée, ils se disent pas on va réussir à gagner la course, hein. Je pense que, enfin, de toute manière, personne ne peut se dire à ce moment-là qu'ils vont gagner la course. Moi, j'ai commencé à me dire, c'est peut-être jouable. C'est à 80 bornes de l'arrivée, quand je vois pendant 10 km, l'écart ne diminue pas, alors que derrière, ça roule. Enfin, c'était ce qu'indiquait Pro Cycling Stat, hein, encore une fois, à ce moment-là. Là, je me suis dit, ils peuvent peut-être le faire, les cocos, quand même. Mais avant ça, je me dis non, ils sont partis dans une aventure presque complètement conne, quoi. Mais voilà, ils y ont cru et on a peut-être le plus beau moment de l'année de cyclisme. Le moment le plus fou, ça c'est clair et net. Je pense qu'on aura du mal à retrouver un moment aussi fou que ça, même si c'est vrai que depuis 2 ans, depuis la Covid, hein, ça c'est vraiment un phénomène qu'on peut noter depuis l'arrêt des compétitions avec la Covid, on a des courses qui sont quand même beaucoup plus animées. J'étais en train de me dire que c'était il y a 2-3 jours, je me disais ça, notamment quand j'ai fait le débrief hier, je me disais, c'est con parce que je débriefe ce Tour de Catalogne et je pense que pour vous c'est peut-être pas hyper fun à regarder les vidéos parce que j'ai vraiment l'impression de me faire chier et je me fais chier en regardant les courses et je me dis c'est con parce que c'est quasiment la première fois depuis 2 ans, depuis la Covid, où je me fais chier en regardant les courses. Alors qu'avant ça arrivait quelques fois, mais depuis 2 ans vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la plupart des courses de cyclisme que j'ai vues, parce que c'était toujours très animé, parce qu'il y avait pas mal de rebondissements, et je me dis putain c'est con, parce que je sais qu'il y a des nouveaux abonnés à la chaîne depuis quelque temps, ils doivent se dire le mec est hyper chiant ou hyper frustré de ce qui, enfin pas hyper frustré, le mot que je cherche ce n'est pas celui-là, le terme que je cherche, hyper je vais pas trouver le mot, hein, vous allez voir, mais blasé, voilà, hyper blasé parce qu'il voit, parce qu'il a eu, je sais pas, parce que ça fait depuis 20 ans que je regarde du cyclisme et je me disais putain vous êtes en train de vous dire le mec est complètement blasé par ce qu'il voit aujourd'hui. Parce que c'est vrai que ce Tour de Catalogne m'a absolument pas passionné. Et puis là, aujourd'hui, paf, quand on s'y attend pas, c'est peut-être la beauté du cyclisme, et parfois quand on s'y attend pas, on croit que tout est joué, un peu comme en Formule 1, et puis là, bam, c'est la magie du sport, un rebondissement venu de nulle part, une attaque complètement folle, mais qui va jusqu'au bout. Et c'est ce qu'a réussi à faire Carapaz. Et donc le deuxième top du jour, c'est Higuita, qui est maintenant leader du général, Sergio Higuita. Ça peut être intéressant, hein, là on est en train de parler de hiérarchie chez Bora, vous avez Vlasov sur Paris-Nice ça n'a pas été dingue, donc là vous vous retrouvez avec Higuita, bon voilà, avec un Kelderman qu'on a peu vu pour le moment,
dans la hiérarchie des grimpeurs, il se place, Higuita, et puis tu vois que chez Bora, c'était une bonne recrue, et tu te dis quand même que l'année dernière chez EF, il n'avait pas un bon rendement, et que peut-être que chez EF, il y avait des problèmes de relationnel. Peut-être aussi parce que chez EF, je pense qu'il misait énormément, et qu'il mise toujours sur Uran, alors que Higuita, pour moi, c'est la nouvelle génération, c'est sur lui qu'on devait se préparer, au moins sur les courses d'une semaine, et on s'est toujours servi d'Higuita presque d'un équipier, alors qu'il avait fait un bon Paris-Nice en 2020. Et je trouve que son Paris-Nice en 2020, alors peut-être qu'il n'a pas eu de chance aussi, parce que c'était la dernière course avant la Covid, donc c'est sûr, mais n'avait presque pas changé sa hiérarchie dans l'équipe, son positionnement dans l'équipe. Alors que aujourd'hui, chez Bora, tu vois qu'on lui laisse les cartes en tant que leader, et ça, je trouve ça très bien. Et on voit quand même que Bora, autant du côté des sprints, pour l'instant, ça ne marche pas, du côté des classiques, ils sont nulle part. Et j'en parlais hier. Mais quand même, vainqueur du Tour de la Communauté de Valence, 4e de l'UAE Tour avec Vlasov, Jay Hindley, 5e des Tirreno Adriatico, Kanna, 4e de la classique Fonardèche, vainqueur également d'une étape de la route du Tour d'Andalousie, pardon. C'est quand même intéressant. Et Higuita, champion de Colombie aussi, parce que c'était en tout début de saison les championnats de Colombie. Plus Higuita qui avait déjà remporté l'étape 5 du Tour d'Algarve. On a quand même un Higuita on parlait de Laporte. Dans les commentaires hier, on disait oui, c'est sûr que Laporte n'a pas du tout, même si je le trouvais bon chez Cofidis, le rendement qu'il a chez Umbo est complètement supérieur. Higuita, c'est un peu pareil. Hein. Son début de saison par rapport à l'année dernière chez EF, c'est pas du tout le même rendement. Hein. Et du côté de Bora, on voit le changement de physionomie de l'équipe, hein, avec le départ de Sagan, qu'on avait déjà entamé l'année dernière. Hein. Le fait que Bora soit beaucoup plus présent en montagne que les années précédentes, du fait qu'on n'avait pas utilisé Ackermann sur les grands tours, par exemple. Et là, on voit que cette équipe-là en montagne, elle est solide. Et j'en avais parlé lors de ma présentation de cette équipe. Quand vous regardez l'équipe, cette formation en montagne, il y a quand même du beau monde. Et ça va être très intéressant sur les grands tours. Mais Higuita, demain, il faudra quand même faire attention. Mais c'est un coureur qui a un bon punch. Après, les jambes seront lourdes demain pour Sergio Higuita. Je suis un peu plus inquiet, c'est pour Carapaz, parce que chez Carapaz, ils sont plus que 3 chez Ineos. Ça veut dire que demain, ça va être dur de contrôler. Il faut du monde demain pour contrôler. Ça va peser un moment dans la course, mais Higuita comme Carapaz, il se peut que demain il y ait un contre-coup de l'effort important qu'ils ont fait aujourd'hui. Je passe au troisième coureur au top, il y en a 4. C'est Uno X, avant Caden Groves. Pourquoi Uno X ? S'ils se mettent pas à rouler à 40 bandes de l'arrivée, les mecs devant, ils gardent 2 minutes 30, 2 minutes 40. Ou 3 minutes même à ce moment-là. Parce que UAE ne serait jamais rentré seul. Ne serait jamais rentré seul. Ils sont pas rentrés, hein, mais on n'aurait jamais eu un groupe qui revenait à la minute 10. Ou à 48 secondes même, précisément. Hein, l'écart à l'arrivée entre Carapaz, Higuita et le groupe derrière. Et heureusement qu'il y a eu Uno X. Et c'est fort, c'est quand même la première course par étape en World Tour que fait cette équipe. C'est ce que disaient des mecs sur Twitter, je n'ai pas été revérifié derrière, mais je pense que c'est vrai. C'est fort, quand on est une équipe de deuxième division, de dire allez, hop, on prend son destin entre ses mains, on décide de courir en leader, et on décide de prendre en main la course et de relancer la course. Parce qu'à ce moment-là, c'était Rui Costa qui était en tête du peloton. Rui Costa, il perdait 30 secondes dans chaque dans tous les 3-4 km de montée, il perdait 30 secondes. Donc en haut de la côte de deuxième catégorie, on serait retrouvé à quasiment 4 minutes. C'était impossible de revenir. Heureusement qu'il y a eu Uno X. Heureusement qu'Uno X s'est dit à un moment, si on n'aide pas UAE, si on ne collabore pas avec UAE, c'est fini. Et en plus, techniquement, il y avait quand même un intérêt du côté du UAE, c'est que Carapaz était bien classé, donc il y avait quand même un intérêt. Et puis, surtout, rester dans le match pour la victoire, rester à 1 minute, parce que demain, à 1 minute, tu peux toujours jouer la gagne. Hein. Surtout que 1 minute par rapport aux deux de tête. Mais si on regarde un peu plus attentivement, Johannesson,
il est qu'à 20 secondes de Quintana. Hein. Donc 20 secondes de Quintana, ça veut dire l'écart est toujours réduit avec Quintana. Et bah bravo du côté du coureur, de Uno X, de la direction du Uno X. Ils ont toujours 2 coureurs dans le top 10. Hein, Johannesson, qui est 8e, et Trahen, qui est 10e. Chapeau, quand même, Uno X, première course par étape niveau World Tour. Bon, même si cette année, le Tour de Catalogne n'a peut-être pas été le plus difficile, chapeau, messieurs. Et pourtant, Johannesson est très prometteur, hein, mais je trouve que le meilleur grimpeur pour moi chez Uno X, c'est plutôt Anton Charming. Donc, chapeau quand même, je dirais qu'avec le numéro 2 de l'équipe au niveau de la montagne, ils ont réussi à être aussi performants. Aujourd'hui, hein, dit à l'instant T, en ce moment, je pense qu'Anton Charming est meilleur que Johannesson, mais Johannesson est plus prometteur qu'Anton, est très prometteur. Je ne sais pas s'il est plus prometteur parce que Charming aussi est très prometteur, mais Johannesson c'est quand même aussi du solide. Je termine avec Caden Groves. Du côté de Caden Groves, chapeau parce que l'étape n'a pas été facile, elle s'est lancée extrêmement tôt. 2700 mètres de dénivelé positif à 40 km/h 500. Alors, le chiffre paraît pas si impressionnant que ça, mais avec des conditions climatiques extrêmement humides, avec une première heure de course qui était très difficile, avec notamment cette côte de première catégorie, avec pas mal de descentes sur le parcours. Mais dans la côte de deuxième catégorie, quand Uno X emmène, je peux vous dire que ça roule très très fort. Chapeau Caden Groves d'avoir résisté, et puis d'avoir eu l'énergie nécessaire pour gagner le sprint du peloton, alors que du côté de chez Bike Exchange, on n'avait plus grand monde pour l'aider. Chapeau Caden Groves, ça montre que c'est un coureur qui a des qualités pour passer les côtes. Hein, parce qu'aujourd'hui, 2700 mètres de dénivelé positif, et pourtant, 1m76, 76 kg. C'est-à-dire que s'il perdait 2-3 kilos, je pense qu'il ne perdrait pas beaucoup de puissance dans l'affaire, il passerait encore mieux les bosses. Il n'est pas du tout léger, 1m76, 67 kg. Pour vous dire, je fais 1m76, il est plus lourd que moi. Et je ne fais pas du cyclisme professionnel. Hein. Il fait 6 kg de plus, parce que je suis même en dessous des 70 en ce moment. Donc, sacrée performance. À Caden Groves, on peut encore travailler pas mal sur le physique, et donc sacrée performance du coureur de Bike Exchange, parce qu'il faut quand même emmener la carcasse, les 76 kg, tout là-haut dans les bosses, et résister pour faire un sprint. Ça montre également des belles qualités d'endurance, donc voilà, des belles qualités je dirais pas de grimpeur, mais quand même des qualités pour passer les bosses, et de résistance physique. Donc chapeau, monsieur Caden Groves. On passe tout de suite au bonnet 3 bonnets d'âne aujourd'hui. Le premier, c'est Quick Step Alpha Vinyl. Eh bien, journée compliquée. Aujourd'hui, je m'attendais, pourquoi pas, à un Badjoli sur une étape comme ça, en me disant, bon, il n'y a plus beaucoup de sprinters au début de cette course. Je m'étais dit, bon, on va peut-être pas rouler pour Bauhaus du côté de chez Bahreïn. Alors, pourquoi pas Badjoli du côté de chez Quick Step. Mais bon, ça ne l'a pas fait parce que Badjoli finit très très loin. Van Wilder n'est plus classé au général. En même temps, c'est pas une grande surprise du côté de Van Wilder vu la chute hier. La chute, il a même abandonné Van Wilder précisément, mais je me disais, Badjoli, pourquoi pas 2700 mètres. Je pense que ça reste dans les cordes de Badjoli. Et puis Badjoli, il finit à 23 minutes 37 aujourd'hui, 76e. C'est une mauvaise. C'est pas une très grande semaine de Quick Step quand même, hein. Que ça soit sur les courses belges, sur le front belge, que ça soit également sur Milan-San Remo même. Hein. On part d'une semaine complète, de samedi à samedi. Milan-San Remo, ils sont pas très présents. Sur les classiques belges, j'en ai parlé hier sur le Grand Prix E3, ça n'a pas été fou. Encore une fois, sur cette semaine, heureusement qu'il y a eu Ethan Vermon, parce que en dehors de Ethan Vermon, on est quand même passé un peu à côté de cette course. Comme on en parlait hier dans le GPE3, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à la regarder. On est sur un rendement qui est moins fort que les années précédentes, avec un Wolfpack qui est moins fort. Parce que, comme je l'ai vu dans les commentaires, je me suis dit, tiens, oui, c'est pas faux.
C'est pas parce que j'ai le maillot de Kaamelott, mais je me suis dit, oui, c'est pas con parce que on est dans une phase de transition avec, je pense, un rajeunissement important de l'effectif. Van Wilder, Vermeulen, et il y en a encore d'autres. Aussi d'autres, une nouvelle stratégie du côté du Wolfpack et de Quickstep, avec notamment la création d'une équipe féminine, hein, pour Patrick Lefebvre qui était plutôt allergique à tout ce qui était cyclisme féminin il y a encore très peu de temps et qui a décidé quand même de lancer une équipe féminine. On est en train de modifier un petit peu la manière de faire du Wolfpack, c'est-à-dire. Et puis, on s'aperçoit aussi que le Wolfpack a inspiré d'autres formations. Je dirais les abeilles de Jumbo-Visma. Je pense également à la Bahreïn Victorious. Dans la manière de concevoir un collectif et l'esprit d'un collectif, on voit qu'on s'est inspiré du Wolfpack. Et je pense que UAE est en train de commencer à vraiment s'inspirer également du Wolfpack. Arkea aussi un petit peu, les Bretons. Et peut-être qu'il faut maintenant réinventer quelque chose ou tout simplement changer quelques coureurs qui commencent à être vieillissants aussi. Et on est vraiment dans une phase de transition et je pense que là, l'équipe qu'on a emmenée sur cette course-là, elle est vraiment une équipe de transition parce que Joly, ça reste un jeune coureur comme Loubert Vaqueux. Dries de Venins, bon là on est quand même plutôt sur l'ancienne génération. Ethan Vernoot, nouvelle génération comme Van Wilder. Donc voilà, on est un peu sur un entre-deux et on a du mal à trouver la bonne recette pour le moment du côté de la Quickstep. Ça peut être une année compliquée du côté de la Quickstep, surtout qu'UAE, pour l'instant, un rendement exceptionnel. Et puis n'oublions pas quand même Arkea aussi. EF, ils vont avoir des regrets déjà d'avoir laissé partir Higuita, la course qu'a fait Higuita. Ça c'est clair et net du côté de chez EF. Chavez passe à côté. Hugh Cartier, le meilleur coureur de l'équipe, mais 46e à une 55. Deux coureurs non partants, Hot Christian King et Nelson Poles, mais je ne m'étais même pas aperçu qu'il y avait Hot Christian King sur cette course. C'est pour dire qu'il m'a vraiment tapé dans l'œil, hein, Hot Christian King, pourtant pas un mauvais puncher. Et puis bon, Caicedo, il a fait beaucoup d'efforts les premiers jours, donc là je pense que c'est un peu compliqué. Et puis Chavez, c'est Chavez, quoi. Hein, donc une inconstance dans les résultats qui est exceptionnelle, Chavez. On pourrait en faire un livre des résultats de Chavez qui ont été parfois très bons, parfois très décevants pour le coureur colombien. Et puis derrière, Hugh Carty. J'ai quand même des doutes sur Hugh Carty parce que je trouve qu'il a pas été incroyable sur ce Tour de Catalogne. Mais surtout, je trouve qu'il n'est pas bien positionné sur son vélo. Alors c'est peut-être juste moi, hein, mais je trouve que c'est peut-être dû à une blessure hein, du côté du Carty, mais je trouve que la manière dont il se tient sur un vélo, j'avais pas le souvenir que dans les descentes il était aussi approximatif dans ses trajectoires, et aussi que sa position sur le vélo me semblait aussi... j'ai l'impression qu'il a les bras très tendus au niveau des cocottes, qu'il n'est pas à l'aise sur son vélo. J'avais pas ce sentiment-là auparavant. C'est peut-être juste que je m'en étais pas aperçu, hein, mais je trouve que Hugh Carty, sur la manière de se positionner, il y a un truc qui va pas. Et puis sa descente, c'était il y a 2 jours. Heureusement qu'il jouait plus la gagne, hein, parce qu'il m'avait fait quand même bien peur ce jour-là. Bon, pas autant que Mohoric, mais on était quand même sur une descente où il était pas à l'aise. Et puis Almeida, il est très bon sur les montées très longues, sur les montées un peu plus pentues, où il y a un peu plus de pente, il a plus de mal. Mais ça a toujours été le cas. Moi, je compare toujours Almeida à Dumoulin. Pour moi, c'est le même profil de coureur. Alors, le Dumoulin de Sunweb, hein, pas le Dumoulin qu'on voit depuis quelques temps chez Jumbo. Mais le Dumoulin qui avait gagné le Giro, qui avait toujours cette particularité par rapport à un Thibaut Pinot, par exemple, de perdre du temps au début de montée et de finir très fort, parce que gestion de l'effort meilleure, parce que c'est un cours de contre-la-montre. Et Almeida, c'est vraiment ça, parce que là, sur cette montée de 5-6 km en début de journée, il a eu du mal. Je pense aussi, Almeida, c'est pas forcément le meilleur coureur quand il fait moche, sous la pluie. J'ai pas souvenir qu'il ait été très performant dans ces conditions-là, et j'ai envie de me rappeler également que sur le Giro, il y a 2 ans,
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de jours de pluie où il avait été d'en dessous? J'ai plus souvenir, mais je me souviens qu'il avait été très bon sur le Tour de Burgos où il avait fait très chaud il y a 2 ans. Sur le Giro, bah, il y a eu l'étape du vendredi où il avait plu. Je me souviens qu'il faisait frais, mais est-ce qu'il faisait humide il y a 2 ans? J'ai, je crois pas énormément, pas plus que ça. Et l'année dernière sur le Giro, il avait fait beau, hein. Sur le Giro 2021, l'année dernière, il avait fait plutôt, enfin, il avait fait beau. Il y avait eu des étapes où il y avait eu de la pluie, mais on avait eu une première semaine plutôt tranquille. Il y avait eu la fameuse étape sous la neige, mais où il avait été en difficulté ce jour-là, un petit peu Almeida, hein, il n'avait pas été dans un grand jour. J'ai l'impression que c'est pas un coureur qui aime les conditions difficiles, et aujourd'hui c'était des conditions difficiles. Je pense que UAE n'a pas roulé extrêmement fort aussi à un moment, parce qu'il n'était pas au top de sa condition physique, notamment quand on voit l'attaque de Juan Ayuso. Là aussi, du côté du AE, il faudra m'expliquer pourquoi on fait attaquer un coureur pour qu'ensuite il se retrouve en chasse-patate pendant 5-6 km pour qu'il attende ensuite le groupe derrière, où il venait de sortir. Enfin, j'ai pas trop compris pourquoi on a fait attaquer Juan Ayuso alors qu'on savait que à l'endroit où il a attaqué, après c'était de la descente et du faux plat descendant. Donc c'était très compliqué pour un homme seul de rester en tête. Surtout que derrière, ça a lancé la course, hein. Quintana derrière, enfin, voilà, ça a bien suivi. Donc j'ai pas vraiment compris la stratégie du AE à ce moment-là. Mais je trouve qu'Almeida n'était pas dans une grande journée. Demain, étape numéro 7. C'est pas que Gand-Wevelgem, c'est l'étape numéro 7 également de ce Tour de Catalogne. Alors, est-ce que je ferai le débrief le soir même? Je ne sais pas pour le moment. C'est l'objectif. Mais comme il y a Gand-Wevelgem, je ne sais pas comment ça va se dérouler chez Eurosport. Donc je débrieferai la course qui sera diffusée en direct chez Eurosport et je pense que ça sera plutôt Gand-Wevelgem à ce moment-là. Donc demain, 138 km 600 entre Barcelone et Barcelone, avec notamment la montée de Montjuïc à côté du parc olympique de 92. Et qu'on va faire à plusieurs reprises, vu qu'il y aura 6 passages sur la ligne d'arrivée, avec donc cette côte de deuxième catégorie, et un circuit qui est très technique en ville. Donc il faudra faire attention, notamment la descente de Montjuïc. Il y en a plus d'un qui sont tombés et qui ont perdu le Tour de Catalogne sur cette descente. Donc il faudra faire très attention. Et les 2 sprints intermédiaires seront dans la première moitié de journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve demain pour Gand-Wevelgem ou pour ce Tour de Catalogne, je ne sais pas encore. Si j'arriverai à débriefer les 2 courses, et si je ne débriefe qu'une des 2 courses, ça devrait être normalement Gand-Wevelgem. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.